Tes rentrées financières, par exemple? Zéro. Tu vises donc sans argent. Ça va intéresser J'ai zéro. tout le monde. Didier, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Bienvenue dans mon jardin-forêt, Jungle Garden. Qui est situé à Bornéo. À Bornéo. Dans l'état de Sabah, le nord de Bornéo. Ouais. Peux-tu te présenter succinctement? Alors, je m'appelle Didier. Je suis né en France. J'ai dû quitter la France. Je suis parti en Amazonie, en Guyane française d'abord, puis au Brésil. Je suis herpétologue, donc j'ai étudié les serpents dans la forêt. Après, je suis devenu guide de forêt au Brésil, en Guyane française, Suriname. Après ça, j'y suis resté 10 ans. Après, je suis parti en Martinique, où j'ai pas trouvé de serpent, donc ça m'a pas plu, donc je suis revenu en France pour quelques mois. J'ai fait des expéditions avec Michel Emmerich dans le Sahara, pour recenser l'herpétofaune saharienne. Après, je m'ennuyais de nouveau en France. J'ai pris un bateau pour rejoindre les Philippines. Après pas mal de pérégrinations, je me suis retrouvé sur Bornéo où je suis depuis 15 ans. Et tu es dans ta propriété ici maintenant? On a acheté ce petit terrain. C'est pas exactement ce que je voulais. J'aurais bien aimé avoir un terrain pure forêt pour faire de la vraie agroforesterie. Ce terrain était beaucoup détruit parce qu'il a été compacté au bulldozer, donc très difficile de planter. Et c'est pour ça que les arbres m'ont beaucoup aidé, les arbres, les bambous, les arbres pionniers, à refaire la structure du sol avec les racines. Et j'ai laissé pousser tout ce qui voulait bien pousser et c'est extrêmement bénéfique. Donc t'es parti d'un terrain où il y avait rien? Où il y avait rien. On va afficher des photos. Donc ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans que je suis ici. Au début, c'était tout désert, ça veut dire il y avait que de l'herbe jaune, un peu de canne à sucre. Et là, j'ai laissé pousser surtout les arbustes pionniers. Alors, pourquoi j'ai laissé pousser les arbustes pionniers? Parce que j'avais des poules à nourrir. Et le meilleur moyen pour nourrir des poules, c'est de les laisser en liberté et de regarder ce qu'elles aiment manger. Et après, vous valorisez, vous protégez les buissons, les herbes qu'elles aiment manger. Comme ça, vous avez déjà du nourrissage de poules. Au lieu d'acheter des choses, vous avez tout dans la nature et c'est elles qui vous le montrent. Très bien. Donc en fait, cette méthode que tu pratiques ici, c'est quoi les mots que tu aimes employer? Forêt, jardin, jungle garden? Jungle garden. Jungle garden parce qu'on laisse pousser tout ce qui veut pousser, comme dans une forêt de repousse. Après l'abattage d'une forêt, ce qu'on appelle la vraie jungle, c'est la repousse après que la forêt primaire a été détruite. Donc tous les pionniers, tous les arbres pionniers, les herbes pionnières, les buissons pionniers poussent à toute vitesse pour refaire la structure du sol, pour refaire la couverture du sol, pour permettre aux arbres qui ont beaucoup plus de mal à s'enraciner sur un sol détruit, à prendre leur marque, à faire de l'humus, à prendre leur marque pour pouvoir reconstruire la forêt, ce qui est le but de la nature. J'ai laissé faire la nature et puis c'est assez facile. Au lieu de détruire, j'ai laissé faire, j'ai laissé construire et après j'ai aidé. Après mon petit quart d'hectare sur le devant a été très arboré, donc j'avais beaucoup d'ombrage, j'avais beaucoup d'espèces. Le problème, c'est que j'avais moins d'ensoleillement. Alors, pour faire pousser mes légumes, particulièrement mes fruits de la passion, j'ai été obligé d'utiliser le support des arbres, ça veut dire faire grimper les lianes qui vont prendre appui sur la canopée pour pouvoir. Et là, j'ai j'ai un très bon rendement. Est-ce que ton terrain global, c'est combien de surface? Normalement, c'est un demi-hectare, jusqu'à là-bas dans les herbes. Mais le terrain derrière est réservé au sanctuaire pour les oiseaux sauvages, pour les animaux sauvages. C'est en zone humide, hein. C'est très humide. C'est très humide. Il y a de l'eau jusque-là. Voilà. Et c'est extrêmement sportif aussi de s'y promener parce que c'est de l'herbe flottante. Et en fonction... On pourra regarder ça. Oui. En fonction de la hauteur de l'eau, c'est très sportif. Donc pour tes projets, tu as cette surface qui est devant. Ouais. Et donc là, tu as combien? Là, j'ai un quart d'hectare. Un quart.
Là, on arrive à un demi-hectare avec l'autre moitié de terrain là derrière, qui sont des rizières abandonnées prises sur la mangrove précédemment. Ça a été abandonné depuis des années et des années. Il y avait régulièrement des incendies, mais en plantant, j'ai planté tous les Cibérus papyrus pour justement faire obstacle aux incendies et pour garder de l'humidité même en saison sèche. Je laisse l'herbe, je coupe rien, je mets pas de poison pour que justement il y ait du vert même en saison très très sèche et arrêter les incendies. Donc la végétation n'amène pas le feu, là elle le bloque pour le coup. Voilà, la végétation restée verte bloque les feux. Tandis que chez les voisins, ça brûle parfois. Ben, ça brûle en permanence, ils brûlent les poubelles, ils brûlent des pneus et ça répand dans la nature, le feu. Et, en fait, comme ils brûlent n'importe quand, ils calculent pas le sens du vent, donc ils brûlent quand il y a un grand coup de vent et beaucoup d'herbes sèches. Ben, le feu il se propage. Donc c'est assez terrible de voir ça. J'ai arrêté le feu 2 ou 3 fois ici en arrachant vite les herbes jaunies pour faire des terrains nus pour arrêter le feu. Donc, voilà. Ouais. On sait qu'à Bornéo, il y a aussi des incendies volontaires de la forêt pour libérer les champs. Bon, ce sera sûrement un sujet dont on va parler. Ça, c'est assez triste, mais c'est très, très régulier. D'un autre côté aussi, j'ai planté tous ces arbres et je laisse tout à l'état sauvage parce que ça fait un sanctuaire pour les animaux. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont arrivés et qui restent maintenant à l'année. J'ai des serpents, j'ai des moniteurs lizards, j'ai une incroyable diversité d'oiseaux. Il y a même des singes qui viennent se réfugier quand les gens mettent le feu de l'autre côté là-bas. Je peux regarder la zone derrière? Bien sûr. Hein. Alors, je te dis où t'arrêter, hein, parce que sinon tu vas nager. Les îles, j'ai construit les îles avec des pneus remplis de terre pour pouvoir surélever le sol et pour pouvoir étendre mes cultures. Ça veut dire, j'avais pas assez de bananiers parce que mes petits cochons d'Inde mangent énormément de feuilles de banane. Donc j'ai étendu le terrain en prenant ça a créé à la fois des canaux assez profonds où c'est que les tortues, les poissons, les varans peuvent survivre aux longues saisons sèches. Et en même temps, ça me fait des îles pour étendre mes cultures. Alors, en plus, ces herbes-là sont extrêmement nourrissantes pour les cochons d'Inde. Je les fais sécher pour faire du foin. Ces lianes-là, très invasives, ça sert pour les poulets. Ils adorent manger ça. Rien que dans ces herbes qui paraissent bordéliques, il y a énormément de nourriture pour beaucoup d'animaux différents. Une chose très très intéressante aussi, ces herbes, ce sont des graminées. Ouais. Les gens, avant, cultivaient du riz et l'ont abandonné ça beaucoup parce qu'ils étaient obligés de mettre beaucoup de poison parce que pour tuer ces herbes-là. Ça pousse trop fort. Ces graminées produisent des graines. Que cherchent les oiseaux? Ils cherchent des graines. Si les gens étaient moins crétins, ils laisseraient pousser ces graines, les oiseaux seraient gavés et ils ne mangeraient pas le riz qui arrive juste après. D'accord. Ça, c'est quelque chose à valoriser et à enseigner pour que les gens arrêtent de bousiller les rizières en mettant du poison. Avec l'érosion, le poison va dans les rizières, le riz l'absorbe et nous, on mange le riz. Donc ce serait autour des champs de riz d'avoir des zones sauvages où les oiseaux peuvent s'alimenter. C'est comme en Europe, il faut laisser les haies pour avoir de la biodiversité, pour avoir comme les prédateurs, comme les campagnols, comme les souris, manger les noisettes, manger les frênes, manger tout ce que produit les haies, et comme ça ils attaquent pas les cultures. Quand on va comprendre que les haies et la forêt est un garde-manger d'espèces qu'on appelle invasives parce qu'on l'a détruit, ben là on commencera à comprendre quelque chose. Il faut une chaîne alimentaire solide, comme ça, une nature équilibrée. Et donc la biodiversité, plus on laisse de biodiversité, plus il y a de lianes qui s'installent, des lianes vivrières. Je peux vous en montrer quelques-unes. Je prendrai une photo plus loin. Dans tous ces arbres,
dans tous ces arbres dans tous les arbres que j'ai laissé pousser sur mon terrain et qui sont considérés comme des parasites, que les gens, on n'en voit nulle part parce que les gens les coupent parce que c'est pas beau, c'est pas valorisant pour un terrain. En fait, c'est une réserve de nourriture pour les oiseaux, pour les écureuils, pour les lézards. En plus, beaucoup de ces arbres pollinisent très vite parce que comme c'est des espèces pionnières, ils ont besoin de se renouveler. Donc on a des papillons, on a des abeilles et tout ça, ça fait une merveilleuse biodiversité. Je vous cherche une vraie graminée, on va comprendre, tu sais, on va pouvoir illustrer avec des graines dedans, ce que j'ai dit, ouais. Ça c'est la fin de la saison, ils ont déjà perdu beaucoup de graines et les oiseaux en ont mangé beaucoup. Ça, ils sont jeunes, regardez. Ça nourrit les poules, ça nourrit les cochons d'Inde, les adorent. Et surtout ces petits oiseaux, ces tout petits oiseaux qui mangent de riz par vague. Si on laisse ces herbes-là en bordure des champs de riz, ben on limite l'appétit des oiseaux pour le riz. D'accord. Voilà, c'est... Parce que dans les rizicultures autour, ils en font quoi? Ils le traitent, ils le coupent? Poison partout, tout est jaune autour. Ils ont peur de l'herbe. Alors que l'herbe peut les aider à contenir. Par rapport aux incendies, par rapport à... Non, ils ont peur parce que l'herbe, c'est pas bien. C'est comme un gazon, ça doit être tondu à 3 cm point 2. Bon, bah, c'est partout pareil. Ouais, c'est partout pareil. C'est la peur ou la haine de l'herbe ou des arbres qu'on comprend pas, qu'on n'en voit pas une directe utilité. Alors que si on s'assoit, on regarde les animaux manger, comment ils les utilisent, l'ombrage, le système racinaire aussi, qui est très important pour refaire des sols détruits. Si on commence à observer tout ça proprement, on se dit qu'il y a rien à arracher, il y a rien à brûler, il y a rien à déraciner. Il y a beaucoup de buffalo ici, et avant ils envahissaient un peu mon jardin. Ah ouais? J'étais obligé de mettre, oui, des buffalo sauvages. Hein. J'étais obligé de mettre des haies de bambou et de mettre des pieux. Et je me suis aperçu, après que j'ai planté les Sibérus papyrus, ils adorent manger les têtes de papyrus. Ça veut dire que maintenant, les buffalos, ils restent à l'extérieur. Ils essayent plus de pénétrer dans le jardin parce qu'ils ont assez à manger. Entre l'herbe et les têtes de papyrus qui sont un invasif extrêmement intéressant et extrêmement valorisant. J'ai aussi résolu le problème des gros buffalos. Ils mangent beaucoup plus que tes cochons d'Inde, pardon. Oh là là, beaucoup. C'est mon système pour multiplier ma surface ensoleillée. Là, j'ai très peu de soleil parce que je laisse pousser tous les arbres. C'est très dense. Hein? C'est dense, ouais. C'est dense. Et donc, j'ai calculé que le maximum d'ensoleillement que j'avais ici, c'était tout le matin et un tout petit peu l'après-midi. Je dois couper un peu des branches au manguier. J'aurai plus d'ensoleillement. Et là, pour pouvoir capter un maximum de soleil, ben j'ai mis une petite pergola de bambou et j'y fais courir les loufas. Voilà, donc pour optimiser, quand on n'a plus de place au sol, il faut monter sur une autre strate pour produire à manger. Quand vous avez de l'herbe, mais que vous avez des arbres qui ombrent l'herbe, ah ben, il faut que vos légumes ils passent par-dessus les arbres. Ça veut dire qu'on a... Comme ça, on multiplie les couches. Ouais, bien sûr. Hein, il faut cultiver sur canopée. Donc là, tu as quoi d'autre comme exemple? Tu as les loufas. J'ai les loufas et là-bas, pas les dragons de foot, mais les fruits de la passion. Alors, les fruits de la passion, vous les voyez là. C'est les lianes que vous voyez monter partout. C'est ces lianes-là, c'est ces lianes-là. Ça, c'est ces lianes. Et puis là, mes fruits de la passion, ils grimpent en haut des cocotiers. Alors ça, c'est une liane de fruits de la passion. Alors vous voyez, ils couvrent totalement l'arbre. Et là, vous avez les fruits de la passion qui continuent dans les cocotiers. Vous voyez toutes ces feuilles là-haut? C'est du fruit de la passion. Bon là, c'est pas la saison vient juste de finir. Mais j'ai eu des kilos et des kilos et des kilos de... D'ailleurs, on va se faire un jus là. J'en ai congelé des... j'en ai congelé des litres. Désolé. Voilà. C'est quoi la particularité d'être dans un climat tropical, comme ici à Bornéo, par rapport à si tu avais un projet similaire en climat tempéré?
Toi, t'as jamais pratiqué Non. le climat tempéré, t'as appris ici? Ouais. Quand j'étais en France, j'étais pas trop jardinier. J'étais un clampin normal, ça veut dire je vais au supermarché acheter des légumes, jusqu'à ce que je comprenne ce qu'ils mettaient dans les légumes. Alors la différence entre le climat tempéré et le climat tropical, c'est que le climat tropical, ça ne s'arrête jamais. On a des saisons de pousses comme le durian, comme le jackfruit, comme la mangue. Il y a des saisons de pousses, mais par exemple les légumes feuilles, ça ne s'arrête jamais. Le manioc, les racines, le gingembre, le curcuma, ça ne s'arrête jamais. Production ça pousse, continue. Donc ça, pour production continue. c'est parfait pour toi. Voilà. Ce qui dérange beaucoup les gens aussi, c'est que ce qu'ils appellent les invasifs, c'est continu aussi. Oui. Les arbres pionniers, ils sont en continu. Et quand c'est des pionniers, ça veut dire que le but d'un pionnier, c'est de pousser à toute vitesse pour coloniser le plus d'espace possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace vide et qu'un pionnier, c'est fait pour occuper un espace vide. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant avec les arbres pionniers. Je vais vous montrer ça. Regardez. Ça, c'est un arbre pionnier, ok? Ça pousse à toute vitesse. Qu'est-ce que vous voyez? C'est manger. Voilà, c'est attaqué. C'est attaqué par un insecte ou une chenille. Si la chenille n'attaquait pas mon arbre pionnier, elle irait attaquer mes cultures. Le deuxième avantage de laisser des buissons, des bouches et beaucoup de biodiversité, c'est de contrôler un maximum d'invasifs insectes, d'avoir un large éventail de contrôle d'invasifs insectes. Alors, tout ça là, ça m'appartient pas. Tout ça, j'en ai sorti des pick-up et des pick-up. J'en ai sorti, je peux dire que j'en ai sorti 2 ou 3 tonnes de plastique, de saleté, de verres cassés, de télé, de morceaux de voiture qui sont jetés partout, tout autour. C'était autour. Les gens qui vivaient là, en fait, leur poubelle, c'était tous les alentours. Dès qu'on creuse un peu dans ce jardin, on trouve du plastique, on trouve des sachets d'Ajinomoto, on trouve des fourchettes, des cuillères, on trouve des verres, des assiettes cassées. En fait, les gens, ils se servent de leur terrain comme d'une poubelle et ils vivent assis sur un tas de poubelles. Regardez, ça, c'est ce que j'ai trouvé dans le marais. Bon, ça, je vais pouvoir le réutiliser, mais tout ça, je le laisse sécher pour pouvoir l'amener à la poubelle. Avant, j'avais un incinérateur à plastique extrêmement performant, avec une chambre de combustion, tout ça. Mais je veux arrêter de brûler le plastique parce que comme je me plains beaucoup des émanations continuelles des gens qui brûlent des pneus et du plastique, je voudrais pas leur donner l'excuse de oui mais tu t'es pas content mais toi tu le fais aussi parce qu'ils vont pas voir la différence entre un incinérateur et un open fire. D'accord. Et je veux pas rentrer dans ce débat-là, surtout qu'il n'a pas déçu. Plus de 10 pick-up avec toutes les saloperies que j'ai récupérées. Il y a une déchetterie pour traiter ces déchets quand même? La déchetterie, c'est une montagne de poubelles qui est poussée au bulldozer, qui est régulièrement brûlée. Brûlée ici. Donc ils brûlent, donc les gens qui vont au travail et qui passent à côté de la déchetterie, ils ont un énorme brouillard noir quand ils se mettent à brûler leurs trucs. Même toi, tu disais que dans ton terrain, t'es gêné parce que ça brûle du plastique de partout. Ben ici, en fait, j'ai laissé pousser tous ces arbres et tous ces papyrus et toutes ces herbes parce que ça me bloque un petit peu. Les gens, ils brûlent en permanence dès qu'ils ont un tas de poubelles. D'ailleurs, on va pouvoir faire un petit tour dans le village. Vous allez voir que chaque personne a son tas de plastique brûlé, aussi qui jette tout et n'importe quoi. Alors, il y a des choses graves qui arrivent en même temps. C'est qu'en jetant plastique, nourriture, tout ça, ça attire les rats, ça attire les parasites, les cafards, les souris. Évidemment, ça attire les chiens et les chats. Et ça crée une autre chaîne alimentaire parallèle voilà. À partir des ordures. Voilà. Qui viennent sur des chiens, du coup, ça attire les chiens, ça développe les chiens se reproduisent à toute vitesse parce qu'ils ont à manger. Ils mangent les rats, etc.
Et ils mangent les poubelles aussi parce qu'ils jettent le riz, ils jettent la viande, ils jettent le poisson, ils jettent tout. Donc avant qu'ils brûlent, en fait, c'est le restaurant pour tous ces. Et comme ici ils détestent les chiens, ils détestent les animaux, eh ben ils ont une pratique assez infecte. Ça veut dire qu'ils leur jettent soit de l'acide, soit de l'eau bouillante dessus. Ça veut dire qu'on voit des animaux, des chiens, avec le pelage, avec plus de pelage, avec des blessures ouvertes, avec des asticots dedans. Alors moi, j'essaye de récupérer ces pauvres animaux pour arrêter qu'ils souffrent comme ça. C'est-à-dire, moi, je les soigne avec de l'argile, je bloque les parasites. Sinon, ben, ils pourrissent vivants et ils souffrent jusqu'à la mort. Et quand ça en arrive là, d'accord. Quand ça en arrive là, ils prennent les cadavres, ils les mettent dans une pile de pneus, ils foutent le feu aux pneus, comme ça brûle le chien en même temps. C'est terrible, c'est terrible ce qui se passe ici. Donc, entre les ordures brûlées, le problème avec les animaux, est-ce que toi tu as des pistes pour régler ce problème plus global? Est-ce que tu peux pas agir seul, tu peux pas recueillir tous les animaux, tu peux pas ramasser tout le plastique? Je récupère les animaux que je peux récupérer, j'en récupère souvent au marché. Au marché de Touaran, j'avais installé des pneus ouverts comme ça, avec le principe que je vous ai montré pour les Black Soldiers, avec une semelle de ma litière pour chat très absorbante, et les gens, les riverains, enfin les marchands, quand ils avaient des produits pourris, ils les mettaient dans les mêmes pneus. J'avais une absorption, je récupérais les légumes, je les amenais ici et je donne à manger à mes animaux ou je les composte. Et quand la semelle était complètement saturée de jus de légumes, tout ça, je la récupérais. Et comme elle était pleine de Black Soldier, je renourrissais mes poules et j'en rajoutais une nouvelle. La mairie, enfin les services sanitaires ici ont trouvé ça stupide. Ils ont arrêté mon programme, ils m'ont envoyé les flics qui m'ont emmerdé au possible. Donc j'ai arrêté ce programme-là, alors que leurs poubelles qui sont à 20 mètres coulent littéralement d'un jus infect avec des centaines de mouches, des asticots partout, et c'est irrespirable à côté de leurs poubelles. Alors, ça, il y a très peu de monde en Malaisie qui fait ça, qui gère ces poubelles et qui les amène au dépôt. Parce que ça risque de salir les voitures. Voilà. Que ça, du coup, c'est du compostable, mais c'est pas. Tout ça, c'est réutilisable. Ça, c'est réutilisable. Ça, c'est réutilisable. Le poisson, on fait des Black Soldiers. Oh, je veux dire, il y a une vraie richesse ici. Les feuilles, là. Les feuilles mortes sont récupérables. Tout ça, c'est une vraie richesse. Si on veut limiter l'horrible odeur qu'il y a là, on a du mal à respirer, c'est infect et c'est en permanence. On prend ma litière pour chat, produite à base de riz et tout ça, on la met là-dessus, on laisse absorber comme une éponge, on récupère et c'est une vraie richesse. Je leur ai proposé d'utiliser ce gros bac, ce bac à fleurs, de le creuser, d'y mettre du carton et après d'y mettre des poubelles périssables. Ça veut dire qu'il y aurait une absorption et aussi on aurait pu planter des arbres, des légumes. Ça, c'est un vrai trésor. C'était vraiment la solution excellente pour absorber le maximum de cette pollution qui... Vraiment, c'est irrespirable. Allez, on s'en va. Ya, lama sudah. Halo Maria, apa kabar? Bagus? Ada orang dari Prancis, dia mau buat interview pasal sampah, program recycling. Ya. Ini dulu-dulu bagus apa kita buat, hein? Tengoklah apa jadi. Saya pun tidak tahu sudah apa mau cakap. Ya. Elle dit que notre programme il était très très bien et que elle sait pas quoi dire maintenant de voir que ça ne marche pas alors qu'ils ont de la pollution à côté et que nous on avait un système propre. Voilà, mon système était là. Là. Mana itu tayar dulu. Sini hein. Oh, sini. Là, tu vois. Là j'avais des pneus, j'avais
3 rangs de meules, mais je vous juste- enverrai des juste à photos. côté, Tout. ok, d'accord. Voilà, juste à côté. Bon voilà, on peut comparer. Hein. C'est triste. Et ça, c'est le genre de chat que je récupère et que je sauve. Regardez, on va le soigner là, parce qu'il est plein de parasites. Il est plein de parasites, ce petit minet. Et en général, on collecte les chats qui sont abandonnés au marché et je les soigne et je les mets pas à la rue. C'est pour ça que j'en ai beaucoup chez moi. Un petit minou, t'es tout gentil toi. Ok Maria, jumpa lagi, bye bye. Bye. Alors je me demande où est la politique logique de stopper un programme qui marche parfaitement et que je faisais gratuitement, je récupérais gratuitement régulièrement les légumes, ça veut dire que ça leur fait du travail à moins. Pourquoi stopper un programme qui marche parfaitement et laisser quelque chose de dégueulasse à côté? Pourquoi? J'ai pas la réponse, je suis désolé. D'accord. Enfin si je l'ai, mais c'est pas poli. Parce que, non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu as essayé de beaucoup t'investir dans la vie locale, tu as essayé de répandre ces idées, ces idées de laisser vivre la végétation, de traiter les poubelles, sous toutes ces méthodes alternatives. Tu as essayé de divulguer un petit peu ces méthodes. Comment ça, ton expérience là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu parles, d'ailleurs, tu es très intégré localement, tu parles très bien malais. Oui. C'est une base quand on habite dans un endroit d'apprendre la langue. Enfin, quand on veut y habiter pour un certain temps, c'est du respect de parler la langue locale. Je parle brésilien, je parle quelques dialectes, je parle petit dialecte africain du côté du Zimbabwe. Partout où je parle un peu tagalog parce que j'ai été aux Philippines. Partout, j'essaye déjà ça favorise la cohabitation, on commence à avoir un respect. Parce que tu es arrivé il y a plus de 4 ans en Malaisie avant d'avoir ce terrain. Tu y vis depuis plus longtemps. J'habite depuis 15 ans ici. Voilà. Oui. On n'avait pas précisé, il me semble, ça pour l'instant. Oui. Et du coup, t'as tenté des choses pour amener les gens avec toi. En fait, j'ai suivi pas mal de programmes. Je vous donnerai les liens par la suite. J'ai été expert en permaculture dans les écoles. J'ai enseigné à plus de 45 écoles dans Kota Kinabalu, différentes écoles, un programme de permaculture. Ça veut dire que un petit carré de terre, 10 square feet, en 6 mois, on avait une production de 30 à 80 légumes pour les champions. Et ça, je l'ai fait sur 4 ans. Après, ça n'a pas continué parce que ils m'ont pris pour une truffe et moi j'aime pas beaucoup. Après, j'ai suivi une organisation, une NGO indienne. On allait dans les villages beaucoup plus éloignés et j'enseignais l'agroforesterie. Je leur expliquais qu'il n'était pas utile de couper la forêt, de massacrer la forêt, et je leur ai montré mon modèle. Il y en a qui l'ont gardé, il y en a qui l'ont pas gardé. J'ai été à titre privé chez beaucoup de fermiers qui voulaient s'installer en organique. Je leur ai expliqué ce que je savais. J'ai essayé d'apprendre ce que j'ai expliqué tout à l'heure à propos des graminées pour les rizières. Eh ben en fait, l'herbe les gênait trop. Ils préféraient continuer à mettre du poison. Culturellement, tu penses qu'il y avait un blocage? Je pense. La tradition. Culturellement, c'est les gens ont peur. Ils ont un modèle prédéfini et ils ont peur d'essayer quelque chose de nouveau. Ils veulent pas ils sont pas aventuriers du tout. Okay. Bon, c'est pas quelque chose spécifique à ici, hein, forcément. Je pense que vous reconnaissez ce genre de schéma. Oui, c'est un peu récurrent à travers le monde. Voilà, donc faut faire propre. Par exemple, les herbes autour du riz, ça gêne, c'est pas propre. Ouais, voilà. Les terrains, on pourra faire un tour tout à l'heure. On est vu en arrivant, c'est pas du tout comme ici, même si on est en climat de jungle. Ça pourrait être un jardin de climat tempéré, pelouse rase, etc. Pelouse rase, mais surtout beaucoup de ciment, parce que le ciment, ça met pas de la boue sur les chères voitures. D'accord. Il faut savoir qu'ici, le principal amour des gens, c'est la voiture. Et plus la famille s'agrandit, et plus on cimente le jardin pour pouvoir loger toutes les voitures. Voilà. Alors ça, c'est un très grave problème. Et à résoudre, c'est pas la permaculture, il peut rien. Ouais, parce qu'en plus, une spécificité d'ici, c'est qu'il pleut vraiment énormément. Oui, donc beaucoup de boue. Ouais. L'érosion, surtout si on enlève la forêt. Alors, vous allez voir aussi beaucoup de routes bloquées, parce que
les collines, on coupe les arbres, après il y a une érosion, et puis après les routes sont emportées, les ponts sont emportés. Il y a des villages qui sont inaccessibles pendant quelque temps à cause des érosions. Il y a beaucoup depuis quelques années, les gens remarquent que quand ils sont régulièrement inondés, avant ça arrivait au bas de la maison, mais maintenant ça arrive moitié fenêtre, voire jusqu'au toit. Donc est-ce que toi, avec tes méthodes, aujourd'hui tu te sens, après toutes ces tentatives, est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu te sens comme un ermite ici? En fait, oui, beaucoup, parce que j'ai donné beaucoup d'efforts, de temps pour enseigner ces techniques-là, et je vois qu'elles sont même pas suivies à 1%. Les gens, ils reviennent. Les gens, ils ont peur de deux choses, de quelque chose qui n'est pas habituel et du regard des voisins ou de la famille ou de quelqu'un qui sait mieux. Donc, quand les gens sont pas qui ont pas trop de niaque, ben ils écoutent, et c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et quand le dernier a parlé est un abruti, ben on retourne à des pratiques improductives. Ça s'aime pas. Voilà, ça marche pas. Okay. Ça marche pas. Est-ce que tu as des pistes, s'il fallait refaire tout depuis le début, comment tu t'y prendrais avec toute cette expérience-là pour essayer d'embarquer les gens avec toi? En fait, regardez tout autour de vous. Moi, je marche avec l'exemple maintenant. Je ne dépense plus, je veux plus gaspiller mon temps à enseigner des choses. Je sais que ce sera pas pris en compte. Moi, ce que je veux, c'est montrer que ça marche chez moi, avec un terrain extrêmement pénible, parce que tout ce terrain a été pris sur les anciennes rizières. Donc, ils ont arasé des collines, ils ont fait une montagne de terre glaise et de cailloux arasés, ils ont tassé au bulldozer. Vous imaginez? Ça, c'est l'île de laquelle tu parles. Enfin, c'est là où c'est qu'on est, c'est là où c'est qu'on se tient. Et derrière, l'ancienne rizière. Voilà. Donc, là où, enfin, le petit carré de terrain où il y a la maison, c'est de la terre rapportée et compactée. On va pouvoir creuser tout à l'heure, vous allez voir comment j'ai résolu le problème avec des noix de coco, enfin des coques de coco. C'est une base de ton système. Ouais. Voilà, c'est la base du système, avec laisser les petits buissons, les racinaires, voilà, tout ça, ça a aucune utilité. Tout ça, tous ces buissons là, tous ces arbres n'ont aucune utilité pour personne. Par contre, ça vous refait la structure du sol. Très bien. Ici avant, c'était tout plat. Ok? Là, régulièrement, mes poulets, ils avaient les pieds dans l'eau. Parce que toute l'eau qui descend du toit, ça arrivait et ça traversait le poulailler. Là, vous avez 2 mètres de tranchée, avec des totalement recouverte, totalement remplie, avec des coques de coco. Bon, ça s'est tassé avec le temps. Regardez, on a des vers de terre de partout. On a une qualité de sol. Regardez ça. Et là, il y en a 1 mètre de plus. Hein. Quand vous sentez ça c'est du topsoil. Ça sent le champignon, ça sent le frais, ça sent la vie, voilà. Voilà. Et ça, au fur et à mesure, vous remplissez. Donc maintenant, j'ai plus jamais eu de problème d'inondation de poulailler depuis que j'ai installé la tranchée et l'éponge avec les cocos. Et ça, c'est une excellente source d'économie pour des gens qui n'ont rien, qui ont accès à beaucoup de cocos. Ils pourraient juste couper des écorces de coco comme ça, les vendre à des gens et juste couper des écorces de coco, ça fait déjà de l'argent. Alors ça, c'est du bois de cocotier, il doit avoir 2 ou 3 ans. Parce que ça fait de l'ombre à mon petit citronnier qui fleurit. En fait, tu vois, ce qu'il y a de beau dans l'agroforesterie, c'est que tu apportes la lumière aux arbres qui en ont besoin.
Voilà. Tu coupes des choses. Tu réutilises ce que tu as coupé pour nourrir l'arbre. Ok, le pailler. Et en même temps, tu lui apportes la lumière et la nourriture avec le même... Pour toi, c'est le rôle du jardinier. Voilà, c'est ça. C'est d'apporter de la lumière pour que tout le monde ait assez. Alors, on va cueillir des jacinthes d'eau, Ecornia crassipes. Elles ont un intérêt primordial dans la nature, enfin surtout dans les pondes. Déjà, c'est des bonnes phytopurificatrices. Ça veut dire que elles nettoient l'eau. Regardez, leur système de racines, ok, récupère la boue, récupère quand il y a de la pollution, des boues, ça récupère tout ça. Ça, on peut s'en servir pour, en pleine saison sèche. On peut s'en servir pour mulcher les plantes, pour pailler. Ça veut dire on prend directement les jacinthes et on les met au pied des arbres, des plantes. C'est très humide en plus. C'est très humide, ça les arrose et en même temps ça les nourrit quand ça produit. Mais il y a aussi une autre utilisation qui est vraiment très importante, très pratique. C'est quand on a des poulets. Les poules sont vraiment friandes. Donc elles viennent manger la plante ou la petite vie qui est dans les racines. Mais voilà, elles mangent tout. Elles mangent absolument tout. À la fois, ça leur fait de la nourriture et à la fois, ça les abreuve parce que la jacinthe d'eau est pleine d'humidité. C'est gorgé d'eau, ça se voit. Voilà. La plante a l'air très humide, oui. Et une fois que c'est sec, une fois que le reste des racines est sec, ça absorbe les fientes. Les fientes et ça évite au poulailler de sentir mauvais. Donc, ça fait 4 ans que j'ai ce poulailler, je ne l'ai jamais nettoyé. Jamais j'ai passé, jamais. Je récupère, je vais vous montrer ça. Je récupère le substrat, ce que les poules ont transformé en poussière. Donc le sol, c'est des anciennes jacinthes voilà. séchées. C'est des anciennes jacinthes, c'est des anciennes plantes, et c'est aussi de la balle de riz. Je récupère ça quand elles en ont prélevé tous les nutriments pour faire ma litière pour chat. Ça veut dire que j'ai une eau, c'est extrêmement absorbant. La litière pour chat, je la remets dans le jardin. J'ai un cycle infini c'est de la vraie résilience. Alors, dans un poulailler, ce qui est important aussi, c'est de savoir que les poules, c'est des oiseaux, ok, et qu'ils ont besoin pour se sentir en sécurité de se percher. Et ça, c'est ce qu'oublient beaucoup de personnes. Oui. Et si vous avez un poulailler en ciment, c'est-à-dire que vous êtes obligé de nettoyer régulièrement, vous mettez des cartons sous les perchoirs et vous récupérez le carton et vous avez un poulailler quasiment toujours propre. Et les cartons, évidemment, vous les remettez au pied des plantes qui vont les réutiliser. Est-ce que les jacinthes en climat tempéré, ça va pousser? Ah oui, ça va peut-être même envahir les cours d'eau. C'est pas grave. C'est pas un invasif. C'est un faux invasif. Alors c'est quoi la différence que tu fais, invasif ou invasif? Le vrai invasif, c'est l'humain, d'accord? Ça n'a aucune utilité. L'invasif, quand on appelle d'arbres, quand on appelle plante ou herbe, biodiversité, quand on appelle ça invasif, en fait, c'est une ressource encore incomprise. Parce que ça fait de la quantité. Voilà. Plus vous avez de biomasse, l'invasif, c'est une très grosse quantité de biomasse qui peut être réutilisée en compost, qui peut être réutilisée pour redonner de la vie aux arbres, pour couvrir les sols. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'invasif. Tu prends le problème à l'envers, pour toi, c'est une opportunité Exactement. de créer de la biomasse. Plus j'ai de l'invasif, plus je suis content. C'est pour ça que j'ai planté beaucoup de bambous. Moi, j'ai pas peur des bambous comme la plupart des personnes. Quand vous parlez de bambous à certaines personnes, elles disent, oh là là, des bambous, mais attends, en une nuit, là, il va me déraciner à la maison, Attends, vous prenez une machette, et avec une machette, vous
vous abattez 1 hectare de bambou par jour. Je vois pas comment, en une nuit, un bambou peut manger votre maison. Enfin, Pour l'entretien. Et puis il faut un écosystème autour qui est quand même solide pour pas qu'il soit complètement envahi. Si le terrain est défriché, le bambou il va aller vite. Alors pour moi, le bambou est aussi une belle opportunité parce que mes cochons d'Inde mangent beaucoup de feuilles de bambou. Ça veut dire que quand on fait l'association plante-animal, on trouve toujours une utilisation à ce qu'on appelle au faux invasif. Oui, parce que de toute façon, tout ce qui pousse dans ton jardin, c'est pas que pour toi. Ben, mon jardin a surtout été construit en fonction des animaux que j'avais à nourrir. C'est ça. Voilà. Parce que toi, tu es dans une démarche, justement, on l'a pas encore dit le mot, mais d'autonomie. Tu peux nous en parler un peu? Tu qualifies ça comment? D'autonomie, de résilience, ça veut dire que vu la qualité de ce qu'on achète vu le peu de qualité possible maintenant pour se nourrir et pour nourrir les animaux, plus on produit ça même et plus on a une vie saine. Par exemple, je veux pas acheter de maïs, mes jacinthes d'eau me suffisent. Je fabrique ma propre nourriture pour poulet en utilisant des résidus du marché, des légumes pourris, pour y faire croître les Hermetia illucens, qui sont des black soldier fly, ces espèces de larves extrêmement riches en protéines. 46% de protéines. On ne trouve pas mieux. Donc t'élèves ça dans des bacs ici et après tu les donnes aux poules. On va aller faire un tour à l'unité de production de... Ouais, ça m'intéresse. Il me semble qu'on peut en avoir chez nous aussi. Oui, c'est endémique nord-américain. Donc, Climat tempéré, d'accord. à part que ici, c'est extrêmement prolifique. Oui. Ils ont chaud, triplé, c'est triplé. Voilà. Ils ont le chaud, ils ont l'humidité. Ce qu'ils craignent, c'est le froid. Voilà l'unité de Black Soldier. Et comment tu te les as procurés? Les Black Soldier, ils arrivent tout seuls. Naturellement. Naturellement. Dès que vous avez quelque chose qui pourrit, le Black Soldier arrive. Voilà. Vous remarquerez que c'est de la matière pourrie depuis quelques mois. Est-ce que vous sentez de mauvaises odeurs? J'allais le dire, il n'y a pas d'odeur, c'est impeccable. Là, c'est vraiment... Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bactéries, que voilà. c'est équilibré. Ça veut dire que le Black Soldier produit aussi un antioxydant. Donc là, ça veut dire qu'on a un compost équilibré. Là, pour le moment... Il y a du bois, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des épluchures de légumes, il y a du bois, il y a des légumes pourris, il y a de l'herbe, il y a... Alors, on va aller nourrir les poulets avec ça. Et tu donnes comme ça de manière brute? Oui. Donc, pas de souci de protéines pour les poules avec ça? Non. Donc si quelqu'un veut reproduire un bidon comme ça chez lui, en France, il y a juste à créer du coup ce compost et tu dis que les mouches vont arriver d'elles-mêmes. Oui, alors il faut... C'est comme pour les composting toilets, il vous faut une partie de carbone, d'absorbeur. Ouais. Ça veut dire des feuilles mortes. Du bois, tout ce qui est jaune en général. Tout ce qui est... comme on peut mettre du carton, on peut mettre du papier mâché, on peut mettre des feuilles mortes. Ici, j'ai de la balle de riz, beaucoup. Donc, je mets de la balle de riz. Après ça, vous pouvez mettre carrément des poissons pourris. Ça va attirer les Black Soldiers. Ça se reproduit à toute vitesse. Okay. Après, vous y mettez tous les jours, vous pouvez y mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre votre litière pour chat. D'accord. Si elle est organique, vous pouvez y mettre vos déchets de légumes, vos restes de repas, tout. À savoir que les Black Soldiers peuvent s'élever en milieu aquatique aussi. Vous avez un seau ou un bassin comme ça, vous mettez des matières en décomposition. Le liquide devient un fertilisant pour le jardin. Alors, on va nourrir les poules. Donc toi, tu manges pas tes animaux? Non. Ni tes poules, ni tes cochons d'Inde? Je tue jamais mes animaux, aucun. Je prélève juste les œufs. Et ce qui m'intéresse dans les poules, c'est le compost qu'elles me font. Tu disais tout à l'heure que tu avais des poules qui mangeaient des petits parasites aussi. Une poule qui se promène. Il y a une poule que je laisse sauvage qui, elle prélève les tiques, les puces et aussi les
les larves des parasites qui bousillent tous mes légumes. Pourrissent la vie, là. Voilà. On peut les montrer. Aussi. Les Batrocera cucurbitae, qu'on appelle melon fly. Voilà, ça, c'est un problème spécifique à Bornéo, donc enfin. Non, c'est un problème mondial, mais à part que dans le monde, en climat chaud, les gens les combattent et ils font très attention. Comme ici, les gens s'en foutent carrément. Forcément, on a une invasion totale, ce qui amène à une overutilisation de poisons et de pesticides. Cette eau, elle est, j'y mets quelques gouttes de phéromones sexuels mâles qui attirent les femelles qui vont s'y noyer. Mais c'est pas suffisant pour contrer tous les. Non, c'est pas suffisant. Il en faudrait. Il y en a plein le jardin, mais il en faudrait à tous les voisins. Il faudrait que tout le monde se sente concerné. C'est quoi ton souci exactement avec ce parasite-là? Ça détruit tes cultures. Le parasite, regardez. Là, j'ai les loufas, c'est extrêmement prolifique. Oui. J'ai eu une loufa depuis que j'ai planté la plante. Il y a une autre qui pousse. Je devrais en avoir au moins une quarantaine. Les citrouilles, c'est pareil. Les citrouilles, j'ai planté une trentaine de pieds de citrouille, j'ai eu des centaines de fleurs et j'ai eu 0 citrouille. C'est un parasite extrêmement violent. Et il laisse aucune chance, il vous laisse aucune nourriture, rien. Donc ça attaque Solanacées, Cucurbitacées. Ça attaque aussi les mangues, ça attaque les comment on appelle ça? Jambu batu. Jambu batu, c'est les goyaves. Voilà. Ça attaque les goyaves, ça attaque quasiment tous les fruits. Tous les fruits, sauf la banane, la papaye. Je sais pas pourquoi. Ça essaye d'attaquer les fruits de la passion, mais en général, on peut les récupérer avant que le fruit soit infesté de ces parasites. Oui, ça attaque les tomates, ça attaque les aubergines, quasiment tout, quoi. Quasiment tout. C'est vraiment une peste exhaustive. Vraiment une saleté à combattre, et il faudrait qu'il y ait un programme du ministère de l'Agriculture pour vraiment limiter ça. En limitant ça, on pourrait limiter l'apport de pesticides dans les cultures. Et par rapport à ton autonomie, quelles sont les rentrées? Tes rentrées financières, par exemple? Zéro, parce que je peux pas me déplacer, je peux plus amener de biomasse. Mon pick-up est bousillé depuis presque 2 ans. Je me suis fait bien arnaquer par les mécanos locaux. Donc, je peux plus ni sortir ni rentrer de biomasse. Donc, je suis en autarcie par obligation. Donc, je mange des racines. On va creuser du manioc. Je mange beaucoup de feuilles. Je mange des fruits. J'ai beaucoup de papayes. Quand c'est la saison des mangues. Tu vises donc sans argent. Ça va intéresser j'ai 0. du monde. Je n'ai ni compte en banque. J'ai pas de compte en banque parce que compte en banque. Non, parce que mon compte en banque en France n'étant pas assez alimenté, les banksters ont pompé leurs petits agios, leurs petits frais régulièrement jusqu'à ce que je sois dans le rouge et qu'ils m'ont dit bon, maintenant vous le renflouez, on peut plus se sucrer avec des frais. Et donc j'ai dit mais non, mais moi je veux pas vous engraisser. Et ils m'ont fermé mon compte en banque. Ça veut dire que je n'ai rien. Je n'ai plus de compte en banque. Je peux ni faire de transfert, ni en recevoir, ni avoir de donation, rien du tout. Donc tu as juste ta propriété ici aujourd'hui. Et ouais, je n'ai que ça. Je peux aller nulle part. En fait, je ne fais qu'un repas par jour. Ça veut dire que j'économise aussi là-dessus et j'ai pas besoin de beaucoup plus. Et en fait, je peux être en autonomie parce que je vais avoir de la protéine dans l'alimentation. Oui, parce que j'ai beaucoup de moringa. Les moringas, c'est? Le moringa, c'est cet arbre-là. C'est l'arbre miracle. Voilà, c'est celui-là, ce petit arbre. Là. Ces feuilles-là contiennent plus de calcium que dans le lait, plus de vitamine C que dans l'orange, plus de tout dans tout. Et tu sais quoi l'utilisation?
pour le consommer? Cru? Alors, ce qui est très intéressant avec le moringa, c'est très précieux pour moi, parce que les cochons d'Inde ne synthétisent pas la vitamine C. Ça veut dire que si on ne leur apporte pas de la vitamine C, ils sont malades et ils en meurent. Et avec la quantité de vitamine C contenue dans le moringa, j'ai pas ce problème-là. D'accord. C'est un petit peu piquant comme plante. Ouais. Au goût. Ouais. Donc ça, c'est un arbre principal, plus ouais. les œufs de tes poules. Ouais. Il y a des protéines aussi dans cet arbre-là. C'est l'arbre miracle. Je pense, il y a une NGO indienne d'Inde qui a été en Afrique et qui a planté beaucoup de ces arbres-là dans des endroits où il y avait beaucoup de malnutrition infantile. Et ils ont limité la mortalité des nourrissons en apportant tous les bénéfices de ce moringa en les mettant dans les biberons. Ils ont sauvé beaucoup de. D'accord. Donc cette plante pousse où? Partout. En climat chaud? Partout. Ça pousse en climat tempéré? Faudrait essayer. Ah, encore un là. J'ai planté la semaine dernière. Juste la semaine dernière, j'avais pris toutes ces feuilles. Juste planté dans le sol. Regardez. Et il commence à repartir. C'est un arbre miracle. C'est vraiment quelque chose à consommer très régulièrement pour obtenir tous ses besoins en protéines, vitamines, sels minéraux aussi. Tu connais l'origine de l'arbre? Oui, Inde. Moringa oleifera. Très bien. Ça va intéresser du monde aussi, je pense. Il y a un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est l'obsolescence programmée. Bon, ici, j'ai utilisé beaucoup d'outils qui se sont cassés après une semaine d'utilisation ou quelques mois, ou qui rouillaient très vite, ou les manches partaient en poussière. Donc, j'ai commencé à créer mes propres outils. D'un autre côté, je manque un peu de moyens. J'aimerais bien récupérer un appareil à souder et une petite meuleuse pour pouvoir continuer à faire mes outils personnels. Et par contre, là où c'est que je n'ai pas de solution, c'est pour le matériel informatique. J'ai perdu 2 ordinateurs rapidement. Les écrans qui commencent à devenir opaques. Mon téléphone est mort la semaine dernière. Ma tablette, c'était une Sony, je l'ai gardée quand même 10 ans. J'étais quand même assez content. Mais je veux plus racheter aucun matériel si c'est pour sponsoriser les Chinky. Chinky, ça veut dire les gens qui mettent toute leur technologie, toute leur intelligence dans comment l'appareil va se dégrader le plus vite. Ça, je déteste ça. Pour le moment, j'ai pas de solution, j'ai plus aucun moyen technique, mais je résisterai jusqu'à ce que je trouve quelque chose, une alternative pour ne plus jamais sponsoriser les saletés programmées. Voilà, ça me. Et ça, je le ferai. Hein. J'ai plus de téléphone, j'en bats, vous avez vu, c'est pas évident, mais plus jamais. Mon sujet, il faut qu'on parle aussi d'une particularité de Bornéo, le palmier. Le palmier à huile, qu'est-ce que tu observes ici de l'intérieur? Alors, pour la petite histoire, je suis devenu paysan, je suis devenu permaculteur à cause des palmiers à huile. Je suis arrivé à Bornéo il y a 15 ans, du côté de Sukao, et j'ai rencontré beaucoup d'animaux morts à côté des canaux creusés pour l'irrigation des palmiers à huile. Pourquoi? Parce que... Déjà, Sukao, c'est une zone, il faut déjà introduire, qui est très naturelle, où il y a énormément de biodiversité au départ. Il y a la rivière, c'est là la rivière... La Kinabatangan. Kinabatangan. Oui. Alors là-bas, il y a énormément de plantations de palmiers à huile, comme partout en Malaisie de toute façon. Et bien qu'ils essayent de faire passer ça pour un super sanctuaire de biodiversité, bon, vous regardez 50 mètres à côté de la rivière, pour les touristes, c'est magnifique, il y a belle forêt. Et juste après, il y a les plantations. Donc, pour irriguer, pour pas que les palmiers à huile soient inondés, ils creusent des canaux à la pelle mécanique. Et comme ils mettent beaucoup d'herbicides parce que
l'herbe, ça les gêne. Ils mettent beaucoup d'herbicides, beaucoup de poisons qui, avec l'érosion, vont dans les canaux. Les animaux qui ont de moins en moins de rivières naturelles pour s'abreuver vont s'abreuver dans ces canaux et on trouve des varans morts, on trouve des serpents morts, on trouve des petites civettes mortes. Si on fait des kilomètres le long de ces canaux, en saison sèche, on trouve beaucoup d'animaux morts. J'ai vu qu'il y avait aussi des problèmes d'eau potable, même pour les humains, après, sur le niveau des puits. Oui, évidemment, quand on utilise de l'herbicide en telle quantité, forcément, ça atteint les nappes phréatiques, c'est logique. Et avec l'érosion de la pluie, de toute façon, ça suit les rivières. Voilà. C'est un peu le programme du mercure en Guyane et au Brésil, du mercure pour amalgamer l'or, qui est rejeté dans les rivières, qui empoisonne les poissons, qui empoisonne le gibier et qui empoisonne les populations riveraines. On en reste là, hein. Si on continue à utiliser des poisons, ben on s'empoisonne. Il n'y a pas de miracle. Je me suis dit qu'au lieu de passer du temps à soigner les animaux, il fallait que je prenne le problème à la source. Où était le problème? C'est le poison. Donc il fallait que je trouve une solution pour que les gens n'utilisent pas de poison. Et donc là j'ai commencé, j'avais des bases, mais j'ai commencé à étudier la permaculture, surtout l'agroforesterie, une agriculture sans poison. Et là je me suis formé pas mal tout seul parce qu'ici il y a rien dans ce sens-là. Et donc je suis devenu un expert en agroforesterie, faire son propre compost, faire ses propres fertilisants avec des matières en décomposition, il y a plein de façons de faire des fertilisants pour booster les plantes et qui coûtent largement moins cher que le poison. Donc ça a été ma reconversion, me dire bon mais je suis plus vétérinaire, je deviens paysan, je deviens apprendre aux gens à ne pas utiliser le poison pour couper à la base le problème. Tu n'avais pas les connaissances au départ avant de te lancer? Pas trop, non. J'aimais bien. Déjà, je détestais le poison à la base. Quand j'ai vu les animaux comme ça, ça m'a pas étonné. Mais je me suis dit qu'au lieu de regarder, il fallait faire quelque chose, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est des monocultures de palmiers. En fait, Indonésie et Malaisie sont les deux plus gros producteurs d'huile de palme au monde. Et sur l'île de Bornéo, là, pour le coup, c'est là où on a le plus haut taux de déforestation, qui est lié directement à ça. Par milliers et milliers d'hectares, on ne voit, si vous survolez ou si vous suivez les routes qui bordent, vous voyez pendant on peut dire des centaines de kilomètres, vous ne voyez que des palmiers à huile. Et la problématique, c'est que les gens c'est un peu rigolo parce que les gens sont encouragés à consommer des palmes. Ça veut dire le principal cuisine malaise et indonésienne, c'est goreng. Goreng, ça veut dire frit. Et c'est du deep fried. Oui. Ça veut dire qu'on met 5 litres d'huile et on met 3 poissons dedans. Et les gens évidemment, en fait, ça devient des bonbons à huile. Et niveau santé. Déjà, problème de santé au niveau de la forêt, des animaux et puis des humains. Je veux dire, quand on cultive avec du poison, on récupère du poison. Et puis au niveau international, donc l'huile de palme, on la retrouve dans un supermarché. Il me semble que c'est 50% des produits dans lesquels il y a de l'huile de palme. On en a dans l'alimentaire, on en a dans les cosmétiques. C'est vraiment une très large utilisation. Après, on pourrait répondre à ça si je prends le point de vue des locaux. Si je me fais l'avocat de ce parti-là, nous on a traversé par exemple, on est arrivé par Pontiana, on a traversé des terres, on est arrivé jusqu'à Kuching, donc des territoires très ruraux. En fait, absolument tous les gens qu'on rencontrait vivaient d'huile de palme. Soit ils étaient directement cultivateurs ou de son commerce. Donc en quelque sorte, c'est une aubaine au développement économique en tout cas. Quelle est la limite à tout ça? Moi je dis que c'est un poison parce que l'huile de palme, les riches propriétaires ont exproprié des villages entiers parce que les terrains les intéressaient. Donc, on retombe dans les problèmes des sans-terre au Brésil et tout. Ok, c'est que ensuite, c'est un peu comme l'Inde et la Chine à l'ère britannique. On encourage la culture du pavot parce que c'est l'économie. Et qu'est-ce qu'ont les gens?
ils ont plus de diversité alimentaire. L'huile de palme et n'importe quoi maintenant, les gâteaux, les pâtisseries, le poisson, la viande, même le riz. On appelle ça nasi goreng. Nasi goreng, c'est du vieux riz que vous prenez, que vous foutez dans l'huile de palme et voilà, et qui est saturé d'huile. Alors les gens, ils bouffent de l'huile. Je peux vous dire, c'est à la carte de tous les restaurants ici. Et les gens, ils bouffent de l'huile matin, midi et soir en permanence et à peu près tous les produits évidemment sont largement saturés d'huile. Les chocolats, les barres chocolatées, c'est que de l'huile. Les gâteaux, c'est que de l'huile. On pourrait appeler ça la spécialité huile de palme parce que il n'y a pas d'autre spécialité culinaire. Donc, très rare de trouver quelque chose sans huile. Sur le court terme, il y a un enrichissement, mais sur le long terme, donc c'est néfaste. Non, sur le long terme, il y a destruction de la forêt, il y a destruction de la variété alimentaire. Ça veut dire que les gens, quand ils trouvent plus facile d'acheter un poisson et de le foutre dans l'huile que de cultiver leur petit jardin avec des concombres, des citrouilles, tout ça, parce que c'est plus facile. Où c'est qu'on va dans le long terme? On va... De chez nous, on peut agir là sur l'huile de palme en particulier. Ouais, boycott. C'est la solution. Ils aiment pas beaucoup. En fait, l'éducation, elle en revient toujours à la même chose. Il faut apprendre aux gens à faire eux-mêmes. Je veux dire, si on amène les gamins jeunes dans un jardin, à leur dire, voilà, ça c'est une graine, tu la plantes, tu vas voir, ça va devenir une petite pousse d'arbre, une petite pousse de plante. C'est au lieu de foutre les pauvres gamins devant une tablette à regarder des films de Disney à la con. Il faut les amener au jardin. C'est pour ça que je faisais mes programmes dans les écoles, parce que j'y croyais. Moi, d'ailleurs, j'ai une dernière question pour toi, que je pose à tout le monde. Est-ce que les arbres vont nous sauver? Moi, je dis que la terre, avec que des arbres, elle va fonctionner encore longtemps. Et la terre, avec plus d'arbres et que des hommes, elle est foutue à court terme. Les arbres, c'est la vie. Les arbres, c'est tout. C'est tout. C'est l'ombre, c'est la nourriture pour les animaux, c'est la biodiversité, c'est l'enrichissement des sols, c'est l'arrêt de l'érosion, enfin, tous les problèmes peuvent être résolus avec des arbres. À partir des arbres. Très beau. Très belle conclusion qui me plaît aussi. Didier, merci beaucoup. Ah ben, ça me fait plaisir de rencontrer des gens qui aiment les arbres. Ça devient de plus en plus rare et à très bientôt.